Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, les policiers et militaires radiés redonnent de la voix. Ils qualifient l'aide qui leur a été octroyée d'insignifiante et disent émettre des doutes sur l'honnêteté et l'impartialité du Hachoun en ce qui concerne le traitement de leur dossier. Plus de 64 000 retraités de la CNSS et de la CARFO vont bénéficier gratuitement de prestations sanitaires. Chaque pensionné aura droit à un bilan clinique allant des examens sanguins jusqu'à la vérification de la tension artérielle, entre autres. Des détails tout à l'heure dans cette édition. Il est le tout premier avocat Rastafari du Kenya. Aux côtés d'autres jeunes avocats, il prête serment, une admission au barreau qui marque un tournant décisif dans l'histoire du Kenya. Voici donc pour les titres du 20h. Bonsoir et bienvenue à tous. La mort du maire de la commune rurale de Pensa ce lundi dans la région du Centre-Nord vient allonger la liste des élus locaux assassinés par des groupes armés actifs dans plusieurs régions du Burkina. Il s'est fait escorter par 8 volontaires pour la défense de la patrie pour se rendre à Bassalgo. C'est sur le chemin du retour que son cortège est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés. Le maire était un symbole de résilience pour sa communauté et le dernier assassinat en date est celui du maire de la ville de Djibo dans la province du Soum. On poursuit ce journal avec le grogne des policiers et militaires radiés en 2011. Après un long moment de silence, les représentants des 700 éléments font cas de leur mécontentement quant à ce qui semblait pourtant être une sortie de crise. L'octroi de l'aide financière, une aide estimée trop faible à leur goût. Gildas Da et Achille Ouedraogo. Plus de 700 éléments. Entendre ces policiers et militaires radiés suite aux événements de 2011, pas grand-chose n'a changé dans leur lutte pour être repris dans le service public. Pourtant, des sommes allant d'1 500 000 à 3 500 000 leur ont été octroyées dans le but qu'ils s'auto-emploient. L'aide là a été tellement minable que cette aide-là, nous pouvons dire qu'elle n'a même pas fait, même pas un mois c'est certain, et même pas 2 semaines c'est certain. Parce que beaucoup d'entre nous étaient vraiment très endettés. Et également, ce qu'il faut savoir est que le gouvernement et puis le Hachoun n'ont pas su réellement gérer la chose-là. À notre entendement, il a fallu d'abord que peut-être nous soyons formés comme il se doit, avant quand même de nous octroyer cette somme-là, pour que quand même nous puissions nous débrouiller comme il se doit. Ces désormais ex-FDS se disent pourtant prêts à rejoindre leurs camarades pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. Ils disent ne pas comprendre le refus de leur réintégration, d'autant plus que bon nombre d'entre eux ont été reconnus innocents. Au niveau des militaires, plus de la moitié est accusé pour rien. C'est ce qui a été dit, ils ont déclaré ça devant la presse le vendredi 13 septembre au Sénégal. Et tous les 136 fonctionnaires de police sont accusés pour rien. C'est-à-dire que c'est des gradés qui se sont concertés et dire que voilà, et vous mettez le nom d'une telle personne, vous mettez le nom de YX, parce que quand je le vois matin même, son crâne me dérange, ou bien sa face me dérange. Et on a sélectionné des gens, on a radié. La situation se complexifie davantage, et ce d'autant plus que les militaires radiés ont testé en justice. L'affaire serait donc toujours en cours. Au niveau de l'armée, nous avons pu faire recours à la justice à temps. Et nous avons gagné, ils ont fait appel, à la dernière minute ils se sont appelés, on ne sait pas comment ça s'est passé. Nous perdons le dossier sans même chercher à comprendre, même les avocats même étaient surpris. Nous quittons dedans, nous avons fait appel. Si réellement nous ne les obligeons pas à nous prendre maître dans l'armée, ce n'est pas une obligation, nous ne les obligeons pas. Mais nous voulons que le droit soit dit. Quant à l'implication de certains de leurs camarades radiés dans des cas de banditisme, leur réponse se veut nette. Ça fait combien de fois au Burkina on arrête des gens et il n'y a pas de radié? Ça fait combien d'années? Depuis 2011. Si vous avez pris de l'argent, donnez aux gens, dire aux gens d'aller se débrouiller, s'ils finissent leur argent, chacun rentre où il veut. Ça n'engage que lui. Actuellement, chacun répond de ses actes. Tu vois, tu commets un acte, tu es responsable de tes actes.
À ce jour, ils sont plus de 700 éléments à attendre un sort meilleur, car n'étant pas satisfaits de la résolution de leur cas, faisant par ailleurs acte de contrition à travers une note adressée à l'ensemble du peuple burkinabé. Et c'est parti pour la 6e édition des visites médicales des retraités et des conjoints survivants, membres de la CARFO et de la CNSS. L'objectif de la visite médicale est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des pensionnés des deux institutions de sécurité sociale. Alain Koulibaly. Cette cérémonie marque le début de la 6e édition des visites médicales gratuites offertes aux retraités et aux conjoints survivants, membres de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO. Durant 3 mois, ces hommes et ces femmes du 3e âge pourront gratuitement se faire examiner dans les différents centres de santé du pays. Une initiative de la CNSS et de la CARFO qui veulent par ce geste contribuer à l'amélioration de l'état de santé de ces pensionnaires. Nous pensons qu'à travers cette opération, nous apportons une contribution à l'amélioration des conditions de vie et de santé de nos braves retraités. Et comme vous le savez également, la visite médicale de cette année revêt un caractère particulier, dans la mesure où elle se fait dans un contexte de Covid-19. Et comme vous le savez très bien, les personnes du 3e âge, les retraités dont font partie les retraités, sont plus exposés à cette pandémie que les autres couches de la population. Donc, vous savez, nous avons déjà fait une opération au niveau de la CNSS pour venir en aide à ces retraités-là. Cette visite médicale nous permettrait également d'apporter notre contribution à l'amélioration des conditions de santé de nos retraités. Cette action du gouvernement, nous ne pouvons que nous en réjouir. Parce que ça fait la 6e édition, effectivement, nous bénéficions donc de cette visite médicale gratuite au profit des retraités, personnes âgées. Vous savez qu'avec la retraite, c'est en même temps l'âge aussi qui est avancé. Et la plupart, il y a des maladies qui sont spécifiques aux personnes âgées. On appelle des pathologies des personnes âgées. Donc, l'organisme est affaibli et vous êtes à la merci, le retraité est à la merci de le moindre chose, la moindre pathologie. C'est pourquoi effectivement, à cet âge-là qu'il faut commencer à s'occuper des retraités. Les prestations médicales concernent la mesure du poids et de la tension artérielle, des examens sanguins et le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et des nodules du sein. Près de 65 000 pensionnaires sont concernés par cette édition, le tout d'un coût global estimé à près de 800 millions de francs CFA. Autre point dans cette édition, les commerçantes militantes du mouvement du peuple pour le progrès MPP soutiennent les déplacés internes à travers un don de vivres. Ce matin, elles ont remis ces vivres au président du parti Simon Compaoré. Ces femmes ont en outre réaffirmé leur soutien au président du Faso Roch Kaboré. Pour ce faire, elles ont aussi fait don de 2500 t-shirts et 400 pagnes au MPP. Le compte rendu de Judith Chimadi et de Constantin Sieda. Ces commerçantes du grand marché de Ouagadougou volent au secours des déplacés internes tout en réaffirmant leur soutien indéfectible au président du Faso Roch Kaboré. Des vivres qu'elles ont remis ce lundi matin au président du MPP. On parle de 5 tonnes de riz et 5 tonnes de maïs. On a fait ce don parce qu'on voit qu'il y a nos soeurs qui souffrent dans les villages. Il y a des terroristes qui viennent les déranger. Donc c'est à cause de ça que nous avons fait ce geste pour encourager l'État burkinabé et encourager ceux aussi qui peuvent faire comme nous à le faire. Parce que c'est le moment, ils en ont vraiment besoin. Un geste qui ne laisse pas indifférent le MPP, son premier responsable, Simon Compaoré, salue cette initiative qui va sans nul doute apporter du réconfort aux déplacés internes. Ce geste qui se traduit en don de vivres pour les déplacés internes est une bonne initiative qui nous réconforte et qui nous amène à dire que les déplacés internes au Burkina
peuvent savoir que tout le monde est mobilisé derrière eux et que grâce aux dons du genre et aux efforts du gouvernement, nous allons pouvoir relever le défi à ce qui concerne la prise en charge des déplacés internes dus au terrorisme qui sévit dans notre pays. À ces vivres s'ajoute également un don de 2500 t-shirts et 400 pains au MPP. Un geste qui intervient juste à quelques jours du congrès extraordinaire du Parti du Soleil Levant. Congrès au cours duquel le parti va investir son candidat à l'élection prochaine. Cap à présent en Côte d'Ivoire, où la femme d'Alain Lobognon, l'un des 18 partisans de Guillaume Soro, emprisonné, lance un appel. Un appel donc à l'égard de son époux, l'opposant Alain Lobognon. Juste un brin d'humanisme, c'est ce qu'elle demande. Selon elle, son époux est très affaibli car il souffre d'hypertension et a également une pathologie cardiaque. Depuis le 23 décembre dernier, Alain Lobognon est en détention préventive. Il est inculpé des chefs d'accusation de publication de fausses nouvelles, de troubles à l'ordre public et atteinte à l'autorité de l'État. Depuis le 1er juillet, malgré ses problèmes de santé, il a entamé une grève de la faim et ses proches dénoncent des accusations politiques. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré l'imam Diko, chef de file de mouvement de contestation du 5 juin, le M5, ainsi que des opposants membres du même mouvement samedi et dimanche dernier. Malheureusement, c'est d'une souris qu'a accouché la montagne car la rencontre s'est soldée par un échec. Quelques jours plus tôt pourtant, l'espoir de voir les deux parties trouver un terrain d'entente avait commencé à pointer du nez. Les partisans de l'imam Diko appellent à une forte mobilisation le 10 juillet prochain. C'est le moment de passer en revue les quotidiens africains. Une revue de presse qui aborde aujourd'hui la crise malienne. Drissa Traoré nous en parle. À la une de la revue de ce lundi 6 juillet, la crise sociopolitique au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a entamé ce week-end de pourparlers pour tenter de dénouer la crise politique qui secoue le pays. Mais les discussions semblent prendre les allures d'un dialogue de sourds. Maliweb relève en effet que lors de cette rencontre, le chef de l'État a pris connaissance des doléances du M5 RFP à travers les mémorandums transmis par l'intermédiaire de l'imam Diko, sans pour autant donner une réponse favorable à ces propositions. Parmi ces doléances, un gouvernement d'union nationale et la nomination d'un premier ministre qui aurait plus de pouvoir que le président de la République et qui serait non révocable par celui-ci. Le M5 veut réduire le chef de l'État à un rôle honorifique pour les 2 ans et 7 mois qui lui restent au pouvoir, s'exclame Maliweb. Une pilule probablement très amère qu'Ibeka, très jaloux de son pouvoir, n'essaie pas d'avaler. Même constat fait par le pays au Burkina. En effet, le journal renchérit. C'est vrai que Ibeka a pu sauver sa tête et son fauteuil grâce aux bons offices de la communauté internationale et au réalisme du leader de la contestation, l'imam Diko, mais ce n'est pas encore le retour au calme sur les deux rives du Doliba. Pour le journal, on négocie de part et d'autre avec le couteau entre les dents. Revenant sur les exigences du M5, le quotidien burkinabé estime qu'il est évident que cette pilule, somme toute amère, ne sera pas facilement avalée par le chef de l'État. Et pourtant, pour le journal malien L'Aube, ce transfert de pouvoir est la seule solution pour sortir de la crise. À la lecture de leur politique de sortie de crise du mouvement du 5 juin, il pourrait se trouver des Maliens pour s'émouvoir de son caractère maximaliste. Mais quand on fait l'effort de se départir du sentimentalisme et de la compassion que chacun peut éprouver pour un vieux président fatigué, l'esprit hagard, le regard perdu, nous trouvons dans les propositions du M5 de bonnes bouées pour Ibeka. En tout cas, pour le site d'information Info 7 à Bamako, le M5 RFP maintient son appel à manifester vendredi prochain. Les discussions de ce week-end n'ont pas entamé sa détermination, d'autant que certains barons ont déjà quitté le navire et d'autres ont suspendu leur participation au prochain gouvernement. En effet, précise Info 7, voyant un vent violent souffler en direction du régime, le bateau de la majorité se vide avant le quai final, tandis que celui du M5 commence à faire le plein au point de refuser certains à son bord.
et Info cesse de s'interroger, ces signes n'annoncent-ils pas le déclin du régime? IBK pourra-t-il sauver la face en minimisant les dégâts? Une inquiétude relevée dans le colonne du quotidien burkinabé L'Observateur Palga qui souligne qu'en acceptant un gouvernement d'union nationale, IBK pourrait avoir mis le doigt dans un engrenage de mise à mort de la Troisième République ou tout le moins qui fera de lui un roi nu bon pour inaugurer les chrysanthèmes. Il n'aura pas démissionné, mais s'il venait à être dépourvu des pouvoirs d'activer les leviers de l'appareil d'État, ce serait tout comme. Ira-t-il jusqu'à abandonner ses prérogatives présidentielles pour sauver le pays de la chienlit? On attend de voir conclure le journal. Pour sa part, en Guinée voisine, le Djeli prévient que si le pouvoir malien fait mine d'être prêt à des concessions, qu'on ne s'y trompe pas. Il ne voudra pas si facilement se laisser de son pouvoir. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que la plus grande offre qu'il a jusqu'ici faite pour le Djeli porte sur la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Or, ce n'est là que du cosmétique et du dilatoire à la fois. Cela ne touche point aux fondamentaux de la crise malienne. Une crise qui aurait été abordée dans les coulisses du sommet du G5 Sahel à Nouakchott, selon les confidents du média béninois La Nouvelle Tribune. IBK aurait été sermonné par Emmanuel Macron et Idriss Déby, à en croire le journal. Et je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, un Rastafari au Kenya a prêté serment il y a quelques jours, une admission au barreau qui marque l'histoire du Kenya, car le mouvement Rasta a été reconnu comme une religion à part entière l'année dernière par la justice kenyane. Une décision historique qui faisait suite au renvoi d'une jeune fille rastafarienne de son école car elle refusait de se faire couper les cheveux. Son histoire avait fait le tour des médias kenyans et enflammé les réseaux sociaux. Jusque-là, les adeptes se considéraient comme marginalisés, comme c'est le cas dans d'autres pays dans la région. Matenge Mukundi, c'est de lui dont il s'agit, pose fièrement aux côtés d'autres jeunes avocats, tout juste admis au barreau, tout comme lui. Dans la photo de famille, il est le seul à ne pas porter la traditionnelle perruque blanche, vestige de l'époque coloniale anglaise. Et pour clore cette édition, un accident mortel est survenu ce matin à Songnaba, à quelques encablures de la mosquée de Ouaga 2000. L'accident a impliqué un véhicule de type 4x4 et une moto. Le bilan fait malheureusement état d'une personne décédée. Des détails dans cet élément de Gilles Dasda et de Constantin Sieda. Scène d'accident effroyable ce matin au quartier Songnaba. Sur le bitume, un corps sans vie. Le drame se déroule sur cette voie allant de la station Petrofa Ouaga 2000 au quartier Pissi en passant par le lycée universaliste. Il est presque 8 heures. La suite des événements, c'est cet homme, témoin des faits qu'il la raconte. Il a lui-même frôlé la mort de près. On venait d'une même axe. On a quitté l'effet Petrofa Ouaga 2000 pour Pissi. Arrivé là, la Highlander, le Highlander a voulu doubler avec une vitesse vraiment incalfiable. Maintenant, lui, il était devant moi. La victime était devant moi, moi j'étais derrière. Moi, j'ai commencé à crier à 100 mètres même avant qu'il ne percute la victime. Il l'a percuté plus de 10-20 mètres avant de le trimballer là. Sinon, il a failli, il voulait doubler avec une vitesse vraiment, tout cas, je peux dire que ça vaut les 140-150 à l'heure qu'il venait. Moi, je remercie Dieu parce qu'il a eu de la chance, sinon, je devais même faire partie. À côté du corps, l'état de la moto de la victime laisse imaginer la violence inouïe du choc. Quant au conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, nul ne sait où il est passé. Ce soir, cette personne ne rentrera pas chez elle. Encore une famille endeuillée, encore une vie fauchée du fait des excès de vitesse. La route tue, on ne cessera jamais de le répéter. Prudence, prudence,
et encore prudence. Votre vie en dépend, mais surtout celle des autres. Voilà, c'est ce qui met fin donc à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain.